Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver autour d'un sujet particulièrement d'actualité, la déclaration des revenus 2025. Je suis Julie Menette, ingénieure patrimoniale chez Meilleur Placement et je suis actuellement avec Christophe Leclerc, avocat chez CMS Francis Lefebvre. Bonjour à tous, bonjour Julie, ravi de vous retrouver. Pour l'introduction, on va d'abord évoquer le calendrier pour vos déclarations de revenus. Christophe, donc on a plusieurs dates à retenir. Tout à fait, alors s'agissant du calendrier, le service des déclarations en ligne s'est ouvert le 9 avril. Quelques dates, le 19 mai 2026, la date limite des déclarations papier, il n'y en a plus beaucoup. Le 21 mai 2026 à 23h59, date limite de déclaration en ligne pour la zone 1 à 19 et les non-résidents. 28 mai 2026 à 23h59, date limite pour la zone 2, département 20 à 54. 4 juin 2026 pour les derniers à 23h59, date limite pour la zone 3, donc département 55 à 974-976, sachant que le département à prendre en compte est celui au 1er janvier 2026. Parfait, merci beaucoup Christophe. On va évoquer les formulaires qui sont à souscrire en fonction de la typologie des revenus que vous avez perçus en 2025. Un bref rappel peut-être, parce qu'on a aujourd'hui une déclaration qui est presque aussi compliquée que les plans d'Ariane. 11 ou 12 formulaires à peu près. La déclaration 2042, qui est la déclaration centrale, la déclaration d'ensemble, c'est le document de base que doivent souscrire tous les foyers fiscaux. Elle est pré-remplie dans la version que l'on connaît, avec les informations qui sont connues de l'administration. Elle a plusieurs rubriques, donc l'état civil, la situation de famille, les traitements et salaires, les revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers, quand on est en micro-foncier, les charges déductibles, les réductions et les crédits d'impôt. Et autour de ça, une dizaine à peu près de déclarations. La 2042 RICI qui est consacrée aux réductions et aux crédits d'impôt. La 2042C pour un certain nombre de revenus complémentaires, plus-value, revenus de profession non salariés. Une déclaration 2042C Pro qui est spécifique aux revenus des professions non salariées. La déclaration 2044 pour les revenus fonciers, donc de location nue, quand on est sur un régime réel, c'est-à-dire un régime pas micro mais pas forfaitaire, avec des revenus fonciers annuels qui sont supérieurs à 15 000 € bruts par an. Une déclaration 2044 spéciale quand on a des régimes immobiliers particuliers. La déclaration 2047 quand ce sont des revenus encaissés à l'étranger. La 2074 pour les plus-values mobilières. La déclaration 2086, relativement nouvelle pour les plus-values de cession d'actifs numériques. La déclaration 2042 IOM pour les investissements outre-mer, et puis peut-être encore un mot des déclarations 3916 et 3916 bis, celle-là pour déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger, les comptes d'actifs numériques ouverts à l'étranger, les contrats d'assurance vie souscrits à l'étranger, et on dira un mot aussi de la déclaration 2042 IFI pour les contribuables dont le patrimoine immobilier net taxable excède 1,3 million au 1er janvier de l'année, c'est-à-dire au 1er janvier 2026, qui est jointe à la déclaration de revenus quand les contribuables sont imposables. Il y a aussi pour certains contribuables ce qu'on appelle une déclaration automatique. Tout à fait. Certains contribuables dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers et qui n'ont pas eu de changement de situation en 2025 reçoivent à ce moment-là une déclaration 2042 cas auto, et n'ont rien à renvoyer s'ils sont d'accord avec les éléments pré-remplis, sachant que c'est parfois trompeur, tout n'est pas pré-rempli, il n'y a pas en particulier les crédits d'impôt, si on est dans des sujets de frais réels, s'il y a eu des dons, etc. Tout ça, ça n'est pas pré-rempli, il faut néanmoins travailler un petit peu. Merci. Alors, quelles sont les nouveautés par rapport à l'année dernière ? Quelques nouveautés. Il y a eu une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de l'inflation, puisqu'il est resté indexé. Donc une revalorisation des tranches de 0,9%. On a eu un certain nombre de relèvements de demi-part, de quotient familial, d'abattement pour... de déduction de pension alimentaire pour enfants majeurs. Bon, la demi-part, 1 807 €. La déduction de la pension alimentaire, 6 855 €. On a désormais l'application du taux individualisé de prélèvement à la source par défaut depuis septembre 2025.
Ça permet à chaque membre du couple de se voir appliquer un taux qui est représentatif de ses revenus propres. Ce n'est pas le montant total de l'impôt qui change, mais c'est, le cas échéant, la répartition entre les conjoints. Une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires et locataires. Les propriétaires doivent mettre à jour la déclaration d'occupation de leurs biens immobiliers si la situation a changé. Nouveauté importante, les personnes qui louent un logement ou disposent d'une résidence secondaire sans être propriétaires doivent le signaler directement dans leur déclaration de revenus en ligne. Des nouvelles informations à signaler sur les services à la personne. Maintenant, on a les particuliers qui emploient un salarié à domicile doivent désormais sélectionner par une foultitude, je crois qu'il y en a 27 typologies de dépenses dans un menu déroulant pour préciser la nature également de l'organisme et la modalité d'intervention dans un contexte de renforcement des contrôles sur ce type de crédit d'impôt. Une reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Ça donnera peut-être lieu à un webinaire particulier. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle avait été instaurée en 2025. Elle a été reconduite par la loi de finances pour 2026 jusqu'à ce que le déficit public passe sous la barre des 3% du PIB. On en a peut-être pour très longtemps. Ce n'est pas ce que je souhaite, évidemment. Donc l'idée, c'était une imposition minimale de 20% pour les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple. Là, en termes déclaratifs, c'est un calcul qui est fait par le logiciel des impôts. Il faut juste déclarer l'acompte qui a été, cas échéant, payé en case 8HR ou 8HS, de façon à n'avoir à payer que le solde doit se faire restituer en cas d'excédent de l'acompte sur la totalité de la contribution. Les dons aux associations, on a eu un plafond qui a été doublé, dont le taux a été relevé pour certaines typologies de dons, un plafond de réduction d'impôt pour les dons en faveur des organismes d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences qui a été porté à 2 000 euros au lieu de 1 000 euros, et un taux de réduction porté à 75% au lieu de 66% pour ce qui est dons à partir du 14 octobre 2025. Donc il y a plus de complexité et peut-être plus de cases à remplir de ce point de vue-là. Les loueurs en meublé non professionnels, le seuil du régime micro a été abaissé à 15 000 euros. L'abattement forfaitaire a été réduit pour les locations meublées de tourisme non classées. Donc attention à cette typologie-là. On sait qu'on a une modification des taux de CSG sur les revenus du patrimoine avec 2 taux qui se complètent. Un taux de droit commun de 10,6%. Et un taux dérogatoire de 9,2%. La fraction déductible est toujours la même. Et puis voilà à peu près tout pour ce qu'on a à voir dans la déclaration. Et qu'il y ait quelques changements à compter de 2026 dont on aura l'occasion de reparler. Ne mélangeons pas tout. Alors la question que se pose beaucoup, ce sont les pièges à éviter au moment de la déclaration de revenus. Les pièges, mais il y en a une tonne. On va faire une vidéo d'1h30. Quelques pièges assez classico-classiques. Croire que les montants pré-remplis sont pré-remplis et donc sont une vérité vraie, ça n'est pas forcément le cas, ils ne sont pas forcément exacts. On constate beaucoup d'erreurs. Donc comparer, notamment sur les montants significatifs avec ce qui est inscrit dans ces déclarations pré-remplies. Se fier aveuglément à la déclaration automatique, on l'a vu, à ne pas faire non plus. Il y a beaucoup de choses qui n'y figurent pas. Des focus, des points d'attention peut-être un peu plus particuliers. Mal déclarer une pension alimentaire. Attention, si on verse une pension alimentaire, elle doit être déclarée en principe dans une rubrique de charges déductibles. C'est les cases 6E, L, 6EM et 6GU, selon les conjoints ou une personne rattachée. Un enfant pour lequel on déduit une pension ne peut pas être déclaré à charge. Si on perçoit une pension, elle doit être déclarée comme un revenu. Case 1 BO, 1 CO ou 1 DO. Se tromper sur les frais de garde d'enfants, ça on l'a dit, c'est quelque chose qui est bien davantage regardé aujourd'hui qu'hier. Le crédit d'impôt est plafonné de 50%, en principe plafonné à 3 500 euros par enfant, 1 750 euros en garde alternée. Attention à ne pas inclure les frais de nourriture qui ne sont pas éligibles, et bien déduire les aides qu'on a pu percevoir du montant des sommes qui ouvrent droit à crédit d'impôt. Ne pas oublier la case parents isolés, c'est une case T dans la déclaration 2042, ça ne se remplit jamais automatiquement, même si on a coché l'année précédente, ça peut être une perte d'avantage fiscal significative en cas d'oubli de cases cochées.
La gestion du rattachement des enfants majeurs, entre rattachement fiscal, déclaration séparée, pension alimentaire, il y a un choix qui est stratégique, qui dépend de la situation de chaque foyer. Si on ne complète pas correctement, l'enfant est à ce moment-là considéré hors champ, donc on peut, dans le pire des cas, perdre une part fiscale entière. Oublier la réduction pour frais de scolarité. Les enfants qui poursuivent des études ouvrent droit à une petite réduction d'impôt, 61 € pour un collégien, 153 € pour un lycéen, 183 € pour un étudiant. Des montants qui doivent être déclarés dans des cases dédiées en 7EA, 7EB et 7EC. Pareil, jamais coché automatiquement. Ne pas déclarer les comptes et revenus à l'étranger. On a dit qu'il y avait une déclaration spécifique, la 3916, 3916 bis. Les revenus étrangers ne sont pas connus du fisc s'ils ne sont pas déclarés. Les amendes peuvent être significatives. Et les informations sont, elles, connues du fisc, ne sont pas reportées par le fisc dans les déclarations d'impôts, mais sont connues. L'échange automatique fonctionne très bien. Donc, de façon quasi automatique, c'est relevé s'il y a eu un oubli. Donc, à ne pas oublier. En termes d'oubli, ne pas oublier sur les sujets de PER aussi, de reporter les montants qui ont été déduits dans les cases 6NS, 6NT, 6NU, en tout cas pour ce qui concerne les salariés. Il y a quelques subtilités sur les cases et sur les versements déductibles dans des plans de retraite. Ça ne se reporte pas automatiquement, donc le risque est de ne pas pouvoir bénéficier de la déduction des versements, dont on rappelle qu'elle peut être mutualisée sur un couple et qu'elle est plafonnée. Et qu'on peut aller chercher jusqu'à présent les 3 années précédentes, et on s'engage dans un système où on pourra aller chercher les 5 années précédentes progressivement. Ne pas oublier, pêle-mêle encore un mot, de déclarer les gains issus des plateformes. Je ne rentre pas dans trop de subtilités, mais à partir d'un certain nombre de seuils, selon la typologie des gains qui sont effectués, par rapport à des ventes que l'on effectuerait, on peut avoir à déclarer ces gains. S'agissant des gains des produits de location immobilière, là on a aussi réalisé par rapport aux plateformes, là on a des contrôles et des déclarations beaucoup plus systématiques. Enfin, peut-être une dernière observation sur l'assurance vie. Je sais que ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Il y a toujours cette attention à porter sur une partie de la déclaration 2042 qui est assez complexe, puisqu'on a des ventilations entre plusieurs régimes selon que les produits, les gains d'assurance vie sont issus de contrats de plus ou moins 8 ans, selon que ce sont des contrats qui ont été, des versements qui ont été effectués dans ces contrats avant ou à compter du 27 septembre 2017, et ensuite selon que les contrats ou la somme des contrats au niveau du foyer, que les versements dans ces contrats sont en dessous ou à partir de 150 000 € sur l'année. Donc des complexités avec des taux d'imposition, enfin des impositions qui peuvent avoir été prélevées déjà ou pas encore, et qui se font à ce moment-là des taux différents. Donc source de pièges. Merci. Je me permets juste aussi de rajouter, ne pas oublier de reporter ces déficits passés, les pertes antérieures, les déficits fonciers, les déficits BIC, location meublée non professionnelle. En général, si vous prenez la dernière page de votre avis d'impôt sur le revenu, vous avez un rappel des éléments à reporter, et par exemple aussi du montant de la réduction Pinel, par exemple, où c'est lié certains dispositifs. N'hésitez pas à consulter votre dernier avis d'impôt qui est disponible sur votre espace en ligne. Tu as raison, et tu signalais d'ailleurs en préparant cette vidéo que y a certaines difficultés chez certains contribuables. On observe que les montants qui se reportaient de façon automatique, où on n'avait qu'à cliquer pour dire j'accepte le report, ne se reportent plus, notamment dans les déclarations de revenus fonciers. Oui. Mais auparavant, on pouvait reporter les informations liées aux biens qui avaient été remplis les années précédentes. Pareil pour les annexes de la déclaration IFI, il fallait juste cliquer sur reporter et vous pouviez juste modifier les différentes valeurs en question. Pareil pour les comptes bancaires à l'étranger. Maintenant, pour beaucoup, il faut tout resélectionner soi-même. Donc, on vous invite fortement à vérifier au moment de cliquer sur l'envoi de votre déclaration en ligne que l'intégralité des cases concernées est bien remplie, et à faire un autocontrôle, même si c'est fastidieux. Nouveau sujet. Est-ce qu'on peut optimiser certaines choses au moment de cette déclaration de revenus ?
c'est une question intéressante. Il y a quelque chose qui sont à nouveau des sources d'attention, qui peuvent être certaines choses, sources d'optimisation, mais comme on est plus dans le piège en général, il s'agit d'éviter les pièges davantage que d'optimiser. La déclaration de revenus, en général, avec nos clients, c'est l'occasion de faire le point sur des optimisations par rapport à la situation ou des choses à penser sur le long terme par rapport à leur situation. Néanmoins, sur ce sujet-là, quelques petits rappels par rapport à des options. L'option pour les frais réels, on sait que l'administration applique automatiquement une déduction de 10% forfaitaire sur les salaires. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que la déduction forfaitaire sur les retraites a été maintenue, n'a pas été changée en dépit des débats qu'il y avait eu à une certaine époque à l'Assemblée nationale. Si, par rapport à cette déduction forfaitaire de 10%, qui est de surcroît plafonnée aux alentours de 14 000 € à peu près, si les frais professionnels sont supérieurs, on a intérêt à opter pour la déduction des frais réels, ce qui suppose après de faire un travail de recensement de l'ensemble de ces frais que l'on va indiquer comme tels et dont on va devoir justifier en cas de contrôle, mais qui pourrait permettre de déduire davantage par frais professionnels. On pense au télétravail, au trajet long, à des frais sous certaines conditions de double résidence qui vous obligent à avoir une résidence près de votre travail et alors que ce n'est pas votre résidence originale, à certains achats de matériel qui peuvent comme ça augmenter les frais et les faire dépasser ce forfait. Peut-être deuxième chose, l'option pour le barème progressif sur les revenus mobiliers. Alors c'est la situation inverse où on a des revenus de placement modestes et où l'option pour le barème progressif pourrait se révéler plus avantageuse que ce qu'on appelle le PFU, la fameuse flat tax de 12,8%. Si la tranche dans laquelle on peut être est plus avantageuse que ce 12,8, à ce moment-là, il faut cocher une case, la case 2 OP. Si on a un doute, plutôt ne pas cocher la case dans la déclaration initiale et revenir ensuite dessus quand on aura l'occasion de corriger sa déclaration. Parce qu'on est encore en 2025 dans l'idée que si on coche, c'est définitif, on ne peut plus revenir sur cette option. À partir de 2026, bonne nouvelle, les choses changent et on pourra revenir sur cette option. Les dons aux associations, attention, les taux ne sont pas les mêmes. Il y a des plafonds encadrés pour des taux de déduction majorés. Il y a d'ailleurs des comparaisons à faire entre des taux de déduction à l'IRPP et des taux à l'IFI. On sait qu'il y a des déductions possibles dans la limite de 50 000 € en matière d'IFI qui, elles, sont à 75%. Comparer et voir dans quel élément on se situe pour déduire dans les meilleures conditions. Tu l'as dit d'une certaine façon, les déficits, y faire attention et puis se souvenir que le déficit foncier, l'année de réalisation des travaux, est imputable dans un montant plafonné à 10 700 €, parfois majoré sous certaines conditions sur le revenu global, donc sur d'autres cédules de l'impôt sur le revenu. Se souvenir aussi, alors c'est moins au moment de sa déclaration de revenus, qu'on a un plafonnement global des niches fiscales. On pense notamment à tout ce qui est crédit d'impôt sur les frais de garde de jeunes enfants, l'emploi salarié à domicile. Donc faire attention à ces différents plafonnements. Et puis un dernier mot peut-être plus général sur donc ces revenus immobiliers, qu'il s'agisse de location nue ou qu'il s'agisse de location meublée. On a des régimes micro, donc qui consistent en des abattements forfaitaires et des régimes dits réels, où là encore, comme pour ce qui est de l'option pour les frais réels, on a une capacité, si les frais réels sont plus importants que le forfait, à opter sous certaines conditions de calendrier notamment, avec plus de contraintes pour avoir à justifier la nature des frais, mais à la clé, une déduction qui peut être plus importante. Très bien, merci beaucoup. Et que se passe-t-il en cas de défaut ou d'erreur qu'on pourrait commettre au moment de la souscription de sa déclaration de revenus ? Alors, il y a l'oubli de déclaration, de dépôt de déclaration dans les temps, où on s'expose à des majorations. C'est l'intérêt de retard, 0,2% par mois, en termes d'intérêt de retard. Et puis des majorations forfaitaires de 10% si on n'a pas été mis en demeure. Donc c'est 10% plus l'intérêt de retard. Et puis qui peuvent aller jusqu'à 20 ou 40% si elles n'étaient pas toujours déposées à l'issue d'une demande après 30 jours, d'une mise en demeure. Avec des enjeux de pénalité quand on est dans un manquement délibéré. C'est des choses qu'on voit de plus en plus
bien que ces déclarations soient de plus en plus compliquées, on plaidera pour le fait que l'erreur, bien souvent, très souvent, n'est commise de façon totalement non intentionnelle. Mais bien vérifier de ce point de vue par la suite les avis d'imposition qui peuvent arriver pour regarder que rien n'a été oublié ou qu'à l'inverse on ne s'est pas pénalisé. Et dans ces hypothèses de mauvaise foi ou de ce qu'on appelle le manquement délibéré, on est sur des pénalités de 40%. Il y a des pénalités spécifiques, on en a parlé sur ces comptes à l'étranger, ces contrats d'assurance vie à l'étranger, ces actifs numériques crypto dans des comptes à l'étranger avec des pénalités forfaitaires de 1500 ou de 10 000 euros et dans certains cas des majorations plus importantes. Il faut se souvenir qu'il y a un contrôle flash qui a été instauré en 2025, une forme de procédure simplifiée des déclarations avant même qu'on ne vous demande des justificatifs. L'administration fiscale, si elle suspecte une hypothèse totalement grossière, peut refuser le remboursement d'un crédit d'impôt ou peut, avant même d'établir l'imposition, questionner les déclarations suspectes. Merci. Et si jamais on se trompe, on dépose sa déclaration de revenus, mais on a oublié quelque chose, on a fait une erreur sur un montant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, c'est beaucoup plus agréable à évoquer. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, on peut se tromper autant de fois qu'on veut avant la date limite de dépôt. On peut la corriger autant de fois qu'on veut, même si on n'a pas forcément envie d'y passer et d'y revenir. Après la date limite, il y a un service de correction en ligne, la télécorrection. C'est assez classique, ça devrait être reconduit cette année. Une fois l'avis d'imposition reçu, on a une réouverture de l'espace en ligne. C'est entre mi-août et début décembre en général pour corriger sa déclaration. Alors ce que ça permet, c'est on peut corriger une erreur que l'on a faite. On a oublié on corrige spontanément, on a un droit à l'erreur. L'idée est d'échapper aux pénalités en le faisant de façon spontanée et aux intérêts de retard. S'il y avait un intérêt de retard susceptible d'être appliqué, il ne serait que de la moitié, donc pas 0,2 ou 0,2 par mois, 2,4 par an, mais il serait réduit à 0,1 par mois, de 1,2 par an, et il n'y aurait pas de pénalité. Et ainsi corriger soi-même cette erreur qui conduit à un surcroît d'imposition, et puis surtout corriger les erreurs en sa défaveur. On a pu oublier une charge, on a pu supprimer, il s'agit peut-être de supprimer un revenu qu'on a déclaré à tort, et donc ou exercer certaines options tardivement, les frais réels, le rattachement d'un enfant majeur, le barème progressif sur les revenus de placement. Ça peut être fait évidemment dans ce délai-là, de façon simple, puisque l'espace est réouvert en ligne, on va corriger directement en ligne, même si ça constitue une réclamation. Le fisc est censé l'examiner avant de donner son OK pour cette nouvelle version de la déclaration et un impôt amoindri. C'est une chose qu'on peut faire dans un délai qui est jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année du dépôt. C'est-à-dire concrètement que ça peut être fait jusqu'au 31 décembre 2028 pour les déclarations de revenus 2025 que l'on va déposer en 2026. Merci beaucoup. Un petit mot peut-être sur l'impôt sur la fortune immobilière. Pas de changement majeur. Pas de changement majeur, ça suscite des questions par rapport à ce qui pourrait se passer demain en matière d'imposition du patrimoine. Pas de gros changements, peut-être quelques rappels. Donc la déclaration d'impôt sur la fortune, elle vient en annexe à la déclaration de revenus pour les redevables de l'IFI, c'est-à-dire les propriétaires au 1er janvier 2026 d'un patrimoine immobilier net taxable supérieur à 1,3 million d'euros. Sont concernés les résidents de France et les non-résidents uniquement au titre de leurs biens situés en France. C'est avec une idée de foyer, un foyer qui est différent de celui de l'impôt sur le revenu. Il inclut les personnes mariées, les personnes pacsées, le concubin notoire, mais pas les enfants majeurs rattachés qui forment un foyer IFI distinct. On a un barème de l'IFI, avec une imposition à partir d'1,3 million de patrimoine qui va à partir de 10 millions d'euros de patrimoine, un taux marginal d'1,5%, donc on est entre 0,5 et 1,5%, et une petite
système de décote quand on est proche de la limite entre 1,3 et 1,4 million d'euros. On peut déclarer l'IFI en ligne dans les mêmes délais que l'impôt sur le revenu. On reçoit un avis d'imposition à l'IFI en général en août, début septembre, avec un paiement qui est à faire au 15 septembre. Quelques points d'attention, parce que c'est de ça dont il s'agit souvent. L'évaluation, c'est les sujets qu'on voit le plus souvent. Faites faire des estimations d'agence. Il n'y a pas de meilleur comparable que le comparable dont on dispose le prix sur son propre bien. Utilisez des comparables. Il y a une base intéressante de ce point de vue, ou des bases à retrouver, des comparaisons à faire avec les bases des notaires. Interrogez-vous sur les décotes possibles. Il y a beaucoup de jurisprudence sur ces sujets-là. Il y a des décotes pour illiquidité, dans lesquelles on range les décotes de minoritaires, à certains égards les décotes de holding. Il y a des décotes pour occupation qui sont variables selon la nature de l'occupation. Évidemment, il s'agit d'en justifier, mais on peut trouver, quand nos clients viennent nous voir, des repères valables pour pouvoir en justifier et être du bon côté de la barrière s'il s'agit après d'en justifier. Les dettes déductibles, puisqu'on parle d'un patrimoine immobilier net, imposable à l'IFI, avec cette photographie au 1er janvier de l'année, il s'agit plus souvent des dettes bancaires, encore que ça ne soit pas exclusivement cela. Il s'agit des dettes existantes au 1er janvier 2026 qui sont, en tout état de cause, directement liées aux biens immobiliers taxables. On a parlé du fait qu'il y avait des possibilités de réduction de cet IFI au titre de dons, 75% des versements aux organismes d'intérêt général dans la limite de 50 000 euros. On rappelle qu'il y a un plafonnement, que l'IFI plus les autres impositions, l'impôt sur le revenu notamment, ne peut pas excéder 75% des revenus mondiaux nets. Et que de façon générale, sauf cas particulier, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI sur 100% de la valeur du bien au 1er janvier de l'année. Merci beaucoup. On va parler de certaines situations qu'on peut qualifier de particulières, voire complexes, dans lesquelles il faut être particulièrement vigilant au moment de votre déclaration de revenus, notamment les actions gratuites, le régime des impatriés, quand il y a une arrivée en France ou un départ de France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est le level 2 de la déclaration, ou le level 3 si on considère que les deux premiers levels, on les a franchis dans ce qu'on a dit. C'est-à-dire que ça peut devenir encore plus complexe. Il y a des situations particulières, celles que tu as dites notamment, où ça peut être encore plus piégeux. Et ça peut être également piégeux en ce sens qu'on ne soit pas optimisant. Tu as parlé de la cession d'actions attribuées gratuitement. Attention, pour le dire de façon courte, on a deux typologies de gains qui vont être imposés généralement, en tout cas dans les plans dits qualifiants, c'est-à-dire ceux qui respectent un certain nombre de conditions, notamment liées à une durée avant laquelle on devient définitivement attributaire de ces actions gratuites, et puis une durée de conservation. Dans ces plans, il y a une imposition de deux gains lors de la disposition des titres, donc par hypothèse de la cession des titres. On a un gain d'acquisition qui, en substance, correspond à la valeur de l'action gratuite quand elle a été définitivement attribuée, qui est taxé séparément et à des conditions différentes de la plus-value de cession, qui va être le gain lié à depuis que l'on détient l'action définitivement jusqu'au moment où on la cède. Et où ce double gain est à déclarer à ce moment-là et dans des conditions qui peuvent être spécifiques, avec des mécanismes d'abattement, notamment sur le gain d'acquisition, plafonnés, et des mécanismes de contribution particulières applicables, qui peuvent d'ailleurs... c'est des choses qu'on devrait anticiper avant la déclaration, mais au moment de la déclaration, c'est piégeux et on voit beaucoup de redressements de bonne foi là-dessus. L'administration n'est pas toujours très bienveillante et va considérer que certaines informations, ou la plupart des informations se trouvant sur l'IFU, la contribuable ne pouvait pas se tromper sur ces sujets-là. Le second thème que tu as évoqué, c'est effectivement l'arrivée en France, en l'occurrence en 2025, ou le départ de France. On va avoir une période, pour le dire à nouveau de façon courte, où on n'était pas en France, ou une période à l'inverse où on n'est plus en France,
Donc au moment de cette échéance déclarative, il peut y avoir une situation où je ne suis en France, quand je pars de France en milieu d'année et que je n'ai plus rien après, je n'ai à déclarer que du 1er janvier jusqu'à la date du départ. Je suis dans les délais classiques. La circonstance que je sois parti ne m'a pas obligé à déposer plus tôt que quiconque. À l'inverse, quand j'arrive en France en cours d'année, j'ai pu avoir des revenus de source française du 1er janvier jusqu'à la date de mon arrivée avec une déclaration en tant que non-résident et une déclaration en tant que résident de la date de mon arrivée jusqu'au 31 décembre, qui va couvrir non seulement les revenus de source française que j'avais, mais également l'ensemble de mes revenus, puisqu'on est sur une imposition mondiale. Sachant qu'il y a un formulaire spécifique pour la partie où vous êtes non-résident, c'est le 2042 NR. Tout à fait, voilà. Qu'on n'a pas évoqué en faisant la liste à la Prévert des 11 ou 12, et il y en avait d'autres. Voilà. En matière de fiscalité, on n'a jamais manqué de créativité. Absolument. On a les impatriés, ça c'est des questions qu'on voit, des sujets qu'on voit beaucoup. C'est agréable d'en parler parce que c'est ce régime qui comporte un certain nombre d'avantages et qui est incitatif pour ceux qui viennent travailler en France, soit qu'ils soient appelés par une autre, quand ils sont salariés et dirigeants, appelés par une entreprise étrangère ou recrutés directement à l'étranger, qui n'ont pas été domiciliés fiscalement en France au cours des 5 années civiles qui précèdent leur prise de fonction et leur installation avec leur foyer, avec leur famille. On a un certain nombre d'exonérations et de choix, d'options à faire. Il y a 2 exonérations majeures. Il y a la prime d'impatriation, l'idée que vous puissiez bénéficier par rapport à un salarié ou un dirigeant ordinaire d'un sursalaire parce qu'on vous a fait venir de l'étranger pour venir travailler en France, qu'il s'agisse de vous donner une prime de bienvenue, qu'il s'agisse de vous donner, de vous trouver un logement et de vous le mettre à disposition gratuitement, qu'il s'agisse de payer l'école des enfants, qu'il s'agisse de permettre des allers-retours dans le pays d'origine, par exemple. Donc on a une exonération plafonnée autour de ça, sous certaines conditions, et puis on a une deuxième exonération intéressante qui est l'idée que pendant cette période qui peut durer d'impatriation, cette période fiscale qui peut durer jusqu'à 9 ans, l'année d'arrivée et les 8 années suivantes, si on ne change pas, si les conditions sont inchangées, ça peut durer jusqu'à 9 ans, cette capacité à bénéficier d'une exonération de la rémunération versée au titre de l'activité à l'étranger réalisée pour le compte de l'entreprise française qui vous a fait venir en tant qu'impatrié. Quand on bénéficie non seulement de cette exonération de la prime, mais également de l'exonération de la part de l'activité faite à l'étranger, il y a des plafonds dans les 2 hypothèses et un plafond global quand on cumule les 2 avantages, sachant qu'on a un autre avantage sur les revenus passifs de source étrangère qui sont exonérés pour la plupart de 50% pendant la même durée que celle dont nous parlons. Donc de gros avantages sur cette situation d'impatriation, des options à prendre, et souvent ces sujets, les sujets précédents, des sujets où il faut se faire accompagner. Un dernier exemple qu'on a aussi beaucoup commenté, on avait eu l'occasion de le faire avec ton équipe, le mécanisme de l'apport-cession dans ses différentes phases, qu'il s'agisse de l'année de l'apport-cession, on rappelle que c'est l'idée, on est propriétaire de titres, on les apporte à une holding, en général que l'on contrôle, en recevant en échange de cet apport des titres de la holding, que l'on conserve. En faisant cet apport, il y a un report d'imposition de la plus-value sur les titres que j'ai apportés, donc je n'ai pas de fiscalité à titre personnel. Je me retrouve avec des titres d'une holding qui détient la société dont j'ai apporté les titres, et c'est la holding qui cède sans dégager de plus-value, puisque si elle le fait, cette cession a lieu peu de temps après l'apport, la cession se fait pour le prix auquel les titres ont été apportés. Et donc, une possibilité assez avantageuse qui suppose, dans certaines conditions, des sujets de réinvestissement, avec une absence d'imposition, en tout cas immédiate, un mécanisme de report, qu'il s'agisse de l'année où je fais cette opération ou des années suivantes, parce qu'il y a des obligations de suivi, ou des années où je mets fin au report, point d'attention et focus spécifique pour ne pas se tromper. Merci beaucoup. Je crois qu'on a évoqué pas mal de sujets. On pourrait en parler encore un long moment.
Il s'agit de s'orienter dans un parcours déclaratif qui n'en finit pas d'être compliqué. Il est à espérer que ce soit bien intégré par tout le monde et qu'il puisse être admis que c'est compliqué pour tout le monde. Pour le législateur lui-même, on le sent dans les débats, pour nous-mêmes qui remplissons nos déclarations et en tant que professionnels, pour nous qui conseillons nos clients, qu'on puisse admettre, qu'on puisse se tromper de bonne foi. Espérons qu'avec ces quelques commentaires, on se trompe un peu moins ou que ça soit encourageant pour se dire qu'on a tous plus ou moins à faire cette déclaration. Merci Christophe. À très bientôt. À bientôt. Au revoir et Au revoir. merci.